Avant de commencer, je voudrais bien entendu remercier très vivement la Fédération des omnipraticiens de Rabat Saleh Knetra pour leur invitation. C'est un vrai plaisir de vous retrouver en présentiel aujourd'hui et pour vous parler d'un sujet difficile à traiter en une demi-heure. En tout cas, je n'aurai pas non plus de réponse définitive, mais en tout cas des orientations qu'on va essayer de voir ensemble pour comprendre la douleur chronique qui, comme vous le savez, est un problème extrêmement fréquent. Voici d'abord mes liens d'intérêt et je voudrais préciser que cette présentation se fait, comme vous le savez, dans le cadre d'un symposium Sanofi que je remercie pour leur invitation. Alors, je commencerai d'abord par une définition et cette définition, elle est très importante. La douleur, vous voyez, elle a été précisée par la Fédération internationale d'études de la douleur et par l'OMS depuis déjà plusieurs années. Et on dit que la douleur est une expérience sensorielle et émotionnelle, désagréable évidemment, liée à une lésion tissulaire réelle ou potentielle, ou décrite en des termes évoquant une telle lésion. Cette définition, elle est très importante. Pourquoi ? Parce qu'elle nous rappelle, vous voyez que l'expérience, elle nous rappelle le caractère individuel, le patient étant le seul expert de sa douleur. Et puis, l'expérience sensorielle et émotionnelle, elle nous rappelle l'aspect affectif de la sensation douloureuse, qui est évidemment fondamentale à prendre en considération. Ici, on nous dit lésion tissulaire réelle ou potentielle. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de corrélation anatomoclinique. On peut avoir une lésion avec une douleur, évidemment, mais on peut aussi avoir des douleurs sans lésion, et c'est ce qui est tout à fait important. Et puis, en des termes évoquant une telle lésion, eh bien, en fait, doit être considérée comme douleur toute plainte exprimée comme telle par le patient, et donc l'écoute du patient et le rapport de son vécu est évidemment fondamental. Alors, la douleur chronique, on a longtemps considéré que la douleur chronique, c'était une douleur qui évoluait depuis plus de 3 à 6 mois. Mais vous voyez qu'on commence déjà à changer de définition. Elle est susceptible d'affecter de façon péjorative le comportement ou le bien-être du patient, quelle que soit la cause de cette douleur. Et en fait, aujourd'hui, on change un petit peu de paradigme puisqu'on va considérer comme chronique une douleur qui dure au-delà de ce qui est habituel pour la cause initiale et qui a perdu sa fonction d'alarme. La douleur, c'est une alarme, c'est un état de protection. Lorsqu'elle perd cet effet, eh bien à ce moment-là, évidemment, c'est quelque chose qui doit inciter à prendre en considération le caractère chronique. En rhumatologie, on disait aussi problème chronique à partir de 3 mois. Ensuite, dans la polyarthrite, par exemple, on dit 6 semaines. Et aujourd'hui, on a les formes très précoces de polyarthrite où on n'attend absolument pas des délais aussi importants. Et quand la douleur dure et qu'elle ne répond pas à sa fonction de protection, on parle de chronicité. Comme vous le savez, c'est un sujet extrêmement fréquent avec une prévalence que vous connaissez bien. Et il était, tout le monde, nous le savons tous, c'est le premier motif de consultation en soins de santé primaire et dans un certain nombre de disciplines. En rhumatologie, les patients viennent parce qu'ils ont mal et donc la douleur, évidemment, est le premier motif de consultation. Et comme vous le savez, c'est aussi la première cause de souffrance et de handicap dans le monde. Alors, une petite histoire qui est très intéressante à rapporter parce qu'elle permet d'expliquer un certain nombre de principes. En 2012, vous voyez que ce n'est pas très loin, en 2012, un groupe de travail de la Société internationale d'études de la douleur a proposé à l'OMS, a contacté l'OMS pour lui dire « Nous voudrions vous proposer une nouvelle classification internationale, la classification internationale des maladies 11 ou la CIM 11, qui en fait a été effectivement publiée en 2019, donc ça fait tout juste 2 ans, avec comme préoccupation de pouvoir distinguer les syndromes douloureux chroniques primaires et secondaires, de pouvoir aussi proposer des définitions et des caractéristiques précises des diagnostics de douleurs chroniques, et puis aussi d'intégrer des diagnostics préexistants de pathologies douloureuses chroniques. Et vous avez souvent affaire à des patients qui ont des céphalées. Or, les céphalées, jusqu'à 2019, n'étaient pas inclus dans les douleurs chroniques, et donc cela posait des problèmes de reconnaissance et de prise en charge importants. Alors, pourquoi cette demande ? Parce que dans l'ancienne classification, comme vous le voyez, il n'y avait pas de représentation systématique des syndromes douloureux chroniques. Il n'y avait pas non plus de caractère, lorsqu'on avait une douleur qui n'avait pas de caractère particulier, pas de physiopathologie ou d'étiologie connue, on disait douleur somatoforme,
et on parlait très souvent de problèmes plus psychiques et psychiatriques que de véritables douleurs. Il n'y avait pas de possibilité de codage du retentissement de la douleur sur la qualité de vie, les actes de la vie quotidienne et le moral. Et tout cela, évidemment, c'est absolument indispensable pour la prise en charge d'une douleur chronique, comme vous le savez, et sur lequel nous reviendrons. Alors finalement, que proposait la classification internationale des maladies qui a été publiée en 2019 ? Eh bien, ses objectifs, c'est de faire en sorte de pouvoir avoir un diagnostic précis de la douleur chronique, car comme vous le savez, la douleur chronique est une douleur qui est multifactorielle, et puis de pouvoir aussi étudier son retentissement biologique, psychologique et social, afin de permettre une meilleure prise en charge par tous les secteurs, le médecin généraliste étant évidemment en première ligne pour prendre en charge ces douleurs chroniques, et puis aussi pour l'aide pour la recherche en douleur chronique. Il y a beaucoup de travaux qui ont lieu aujourd'hui pour la douleur chronique, et puis bien sûr pour pouvoir influer sur les décisions politiques de santé publique, c'est tout à fait important de pouvoir intégrer cette dimension dans la classification des maladies. Vous connaissez la douleur aiguë. Je voudrais vous rappeler simplement comment la douleur chronique s'oppose à la douleur aiguë, et vous le savez très bien. La douleur chronique, c'est une douleur qu'on peut considérer comme inutile quand on sait que la douleur aiguë, elle, c'est un mécanisme de protection. On se brûle, on retire la main, c'est une protection. La douleur chronique, elle, c'est tout à fait différent. Il n'y a pas d'étiologie évidente. La douleur aiguë est unifactorielle. Ce serait bien qu'on m'enlève ça, mais je vais quand même continuer. Et puis là, vous voyez, la douleur chronique, elle est plurifactorielle. La douleur aiguë, vous le savez, elle est réactionnelle. Et j'aime beaucoup cette phrase qui remonte à Hippocrate, vous voyez, 400 ans avant Jésus-Christ, où on nous disait que la douleur aiguë est le chien de garde de notre santé parce qu'elle nous permet justement d'avoir une réaction qui nous permet de nous protéger. Alors que la douleur chronique, c'est l'habituation ou l'entretien. Et puis en termes de composantes affectives, la douleur aiguë, c'est l'anxiété, la douleur chronique, c'est la dépression. Et vous le savez très bien, dans ces douleurs qui durent et qui provoquent souvent des dépressions chez nos patients, le comportement est appris au lieu d'être réactionnel, et puis bien sûr, ce qui est important, pluridimensionnel, somato-psychosocial. Et ces trois dimensions sont absolument à prendre en charge lorsque l'on prend en charge une douleur chronique. Et enfin, l'objectif du traitement, autant il peut être relativement facile de traiter une douleur aiguë parce qu'on va traiter l'étiologie, il y a une lésion tissulaire, autant il va être compliqué de prendre en charge une douleur chronique parce qu'il n'y a pas de lésion et que quelquefois c'est extrêmement difficile de se dire comment je vais faire. Le traitement, lui, est un traitement souvent réadaptatif. Quelques rappels, si vous permettez, parce que je crois que c'est important de comprendre comment les choses se passent pour après décider du traitement. Bien, vous savez que le système somatosensitif a 4 modalités sensitives, et là je vais m'arrêter surtout à celle-là, la sensation thermique et la douleur. Et vous rappelez que nous avons des nocicepteurs périphériques qui vont nous renseigner sur un certain nombre d'informations, celles-ci, qui vont passer par le neurone afférent, qui arrive à la moelle. Vous voyez ici, on ne croise pas la moelle, et qui ensuite vont être transmis au cerveau, qui lui va analyser le message qu'il a reçu. Voilà. Alors, les fibres nerveuses sont aussi importantes à connaître. Nous avons un certain nombre de fibres nerveuses. On va évidemment les schématiser de la façon la plus facile possible. A, B et C. Dans les A, nous avons des fibres qui sont très myélinisées et qui ont une vitesse de conduction rapide. Elles vont s'occuper de la motricité, de la sensitivité, de la proprioception. Et puis, nous allons avoir des fibres A delta qui, elles, sont moins myélinisées, avec une vitesse de conduction beaucoup plus lente et qui vont intervenir dans la transmission de la douleur et de la température. Ensuite, nous allons aller tout de suite ici à ce que j'ai marqué en rouge, les fibres C, qui, vous voyez, là aussi, vont intervenir dans la douleur et la température. Ces deux fibres-là vont transmettre la douleur, alors que les autres fibres vont transmettre la motricité et la proprioception. Et on va voir que c'est intéressant à savoir quand on essaie de simplifier. Alors, j'ai beau appuyer, ça ne passe pas. Voilà. Alors, pourquoi c'est intéressant? Eh bien, parce que si on veut simplifier, regardez comment se passe la transmission de la douleur. Par exemple, un coup de marteau, une brûlure, quelque chose qui va pincer. Eh bien, on va voir la transmission de la douleur périphérique par un premier neurone qui va arriver à la moelle, ici.
Et au lieu de monter, comme on avait vu tout à l'heure, au cerveau, elle va croiser au niveau de la moelle et venir se transmettre ensuite par toutes les étapes dont on va préciser uniquement les éléments les plus importants. Donc, premier neurone périphérique, c'est le protoneurone. Le deuxième neurone, il est spinothalamique, donc entre la moelle et le thalamus. Et le troisième neurone, c'est tout ce qui va se passer ici, le thalamus et le cortex, et donc l'interprétation corticale et la réponse corticale. Alors, si l'on regarde, ça ne passe pas. Alors, je voulais vous montrer, ça ne passe pas, qu'est-ce que je dois faire? Voilà. Alors, attendez, est-ce que je reviens? Je ne sais pas ce qu'on m'a fait. Voilà, on va ici. Est-ce que je peux avoir la suivante? Voilà. Ça, c'est uniquement pour vous montrer où va la recherche aujourd'hui, et c'est tout à fait intéressant. Regardez ici, on a ce neurone afférent qui va à la moelle, et on a découvert, on sait aujourd'hui qu'il y a toute une série de ce qu'on appelle les canaux ioniques. C'est très compliqué, mais je vous synthétise ça de façon très rapide. Ces canaux ioniques ont différents rôles. Vous voyez qu'ils vont agir, par exemple, sur la pression, la chaleur, le froid, les produits chimiques, et qu'il y a aujourd'hui toute une série de recherches sur ces canaux ioniques avec la recherche de nouveaux antalgiques peut-être à venir, qui pourraient peut-être nous aider à l'avenir. Alors, en espérant que ça ne bloque pas, écoutez, si je fais plus d'une demi-heure, ce ne sera pas de ma faute. Voilà. Et là c'est aussi intéressant parce que la douleur va évidemment se propager selon le mécanisme que je vous ai montré, mais il y a aussi des mécanismes qui vont intervenir pour freiner la douleur et pour lutter contre la douleur. Parmi ces mécanismes, il y a au niveau de la moelle, il y a ce qu'on appelle la théorie de la porte, le gate control. Qu'est-ce que c'est que le gate control? Bien, voyez ici, vous avez les fibres A, delta et C qui vont transmettre la douleur avec la substance P. Vous voyez, c'est ce qu'on voit ici en rouge, qui croise et ensuite l'influx douloureux. Et vous avez la transmission de ce message qui peut être inhibée par l'activité des afférences primaires non nociceptives. Vous vous rappelez, celles qui sont les fibres myélinisées qui ont une vitesse de transmission très rapide et qui vont venir ici bloquer, en tout cas essayer de bloquer l'influx douloureux et avec l'interneurone et les endorphines, limiter et diminuer la douleur. Et ce mécanisme, il est intéressant à savoir parce que c'est celui qu'on utilise dans le massage, avec les fibres de proprioception et avec le toucher, les fibres donc tactiles, et ce mécanisme de la théorie de la porte donc, est utile dans le massage, mais aussi dans la technique antalgique de la stimulation transcutanée. Et puis, il y a d'autres paramètres. Vous avez les contrôles inhibiteurs suprasegmentaires. Il y a toute une série, vous voyez, qui vont venir ici également essayer d'influer sur le message douloureux et le diminuer, le moduler. Et puis, bien sûr, il y a la neurobiologie qui va intervenir, puisque dans la neurobiologie, vous avez les douleurs dites physiologiques. Vous voyez le froid, la chaleur, l'acidité mécanique. Et puis, vous connaissez aussi la douleur inflammatoire avec toutes les composantes de l'inflammation sur lesquelles il faudra agir. Et on va comprendre, par exemple, l'effet antalgique des anti-inflammatoires non stéroïdiens lorsqu'il y a une inflammation qui apparaît. Alors, jusqu'à présent, on a fait la douleur entre l'excès de nociception et la douleur neuropathique. Et cette opposition, on la connaît bien. Dans l'excès de nociception, parce que supposons qu'il y ait une brûlure périphérique, il y a bien entendu une activité lésionnelle au niveau des nocicepteurs. Ici, il y a une lésion. Ici, il n'y en a pas. Le système nerveux, ici, il est normal. Et ce qui est très important à souligner, c'est que quand une douleur est une douleur neuropathique, vous voyez que les lésions des voies sensitives s'opposent au caractère normal de ce que l'on voit dans l'excès de nociception, où, je le rappelle, le système nerveux est normal. Le délai d'adaptation est retardé par opposition à la nociception. Et puis, vous connaissez bien ces douleurs très stéréotypées à type de brûlure, à type de décharge électrique, de dysesthésie, avec un rythme qui n'a rien à voir avec le rythme mécanique ou inflammatoire, mais le fond douloureux avec des paroxysmes que l'on peut voir dans la douleur neuropathique. Et puis, ces caractères d'allodynie, d'hyperesthésie, d'hyperpathie qui s'opposent évidemment au fait que dans la lésion, dans l'excès de nociception, vous allez avoir une douleur qui est proportionnelle
à l'intensité de la lésion. Le traitement de la lésion, il est efficace. Souvent, dans l'excès de nociception, il est beaucoup moins dans la douleur neuropathique. La réponse au morphinique, elle est constante et forte ici, alors qu'elle est rare et incomplète. Et voyez que ce que l'on va recommander déjà comme grande orientation, mais ce n'est qu'une grande orientation, eh bien, quand on a un excès de nociception, on va s'intéresser aux antalgiques, et quand on a une douleur neuropathique, antidépresseurs, antiépileptiques seront sûrement beaucoup plus efficaces que dans le premier cadre. Le pronostic, il est bon ici. Ici, les douleurs sont habituellement rebelles. Alors, quand on veut authentifier une douleur neuropathique, il y a un test clinique qui est tout à fait simple, c'est le DN4. Il y a beaucoup de choses, mais le DN4 est très facile à faire. Le DN4, vous voyez il y a 4 questions. Est-ce que la douleur présente une ou plusieurs des caractéristiques suivantes? Brûlure, sensation de froid douloureux, décharge électrique. Est-ce qu'elle est associée dans la même région à un ou plusieurs des symptômes suivants? Fourmillement, picotement, engourdissement, démangeaison. Est-ce qu'elle est localisée dans un territoire où l'examen met en évidence une hypoesthésie au tact ou une hypoesthésie à la piqûre? Et puis, est-ce qu'elle est provoquée ou augmentée par le frottement? Ça, c'est l'allodynie. Hein, on est dans l'allodynie, l'hyperesthésie. Eh bien, il suffit de répondre. Alors, quand on sait oui, c'est 1 point. Quand c'est non, 0 point. Et quand le score du patient est supérieur ou égal à 4, eh bien, on peut penser de manière très pertinente qu'il peut s'agir d'une douleur neuropathique. Et vous voyez que les étiologies peuvent être périphériques ou centrales, et vous connaissez bien toutes ces étiologies. J'essaie encore de passer, ça ne passe pas. Ah, voilà. Alors tout cela pour vous dire qu'aujourd'hui, en fait, il n'y a pas que l'opposition douleur nociceptique et douleur neuropathique, mais qu'il y a une nouvelle classification. Et cette classification en pratique est très importante à prendre en considération parce qu'on distingue aujourd'hui les douleurs nociceptives, dans lesquelles on va placer les douleurs inflammatoires. Souvent, ce sont les problèmes rhumatologiques articulaires. Le système nerveux somatosensible est normal. Les conséquences cliniques, vous voyez, activation chronique des fibres de la douleur, qui peut se généraliser à tout le système de la douleur et devenir hyperactif. Alors maintenant, les diapositives passent. Bon, les neuropathies qu'on vient d'en parler ne reviendra pas, mais on peut aussi avoir des douleurs mixtes qui vont associer à la fois la nociception et la neuropathie. Et aujourd'hui, il y a un nouveau cadre dont on parle beaucoup et qu'il est important de prendre en considération. Ce sont les douleurs dites nociplastiques, qui sont tout à fait intéressantes. Pourquoi? Parce qu'on va avoir des altérations de la nociception sans aucune lésion. Et un certain nombre de pathologies pour lesquelles on ne comprenait pas grand-chose. Pourquoi? D'où venait la douleur? Qu'est-ce qui les expliquait? Vont aujourd'hui s'expliquer par la nociception. On ne sait pas encore tout sur la nociception, mais ça permet quand même de classer des pathologies comme la fibromyalgie, comme les troubles fonctionnels intestinaux ou les céphalées chroniques, dans lesquels vous n'avez pas de lésion neurologique, vous n'avez pas de lésion tissulaire, mais il y a une douleur chronique dont on ne comprend pas l'existence et la physiopathologie. Et cette notion de nociception aujourd'hui est tout à fait intéressante à prendre en considération parce qu'elle va permettre de faire avancer un certain nombre de problèmes. Écoutez, j'aimerais bien... Voilà. Alors, grâce à ça, il y a la classification des maladies, vous voyez, 11, la 2019, qui a été donc publiée en 2019 et qui est très intéressante. Pourquoi? Parce que d'abord, c'est la première version à inclure la douleur chronique. Grâce au travail de la Société internationale d'études de la douleur chronique n'existait pas dans la classification des maladies. Elle continue quand même, vous voyez, à dire la douleur chronique supérieure ou égale à 3 mois. Mais là, j'ai mis ce point d'exclamation pour vous rappeler, attention, quand vous avez une douleur qui ne s'explique pas, qui altère le bien-être du patient, qui n'attendez pas 3 mois d'évolution pour parler de douleur chronique. Mais bien entendu, la rigueur du diagnostic étiologique est tout à fait importante. Et cette classification nous permet, pour schématiser rapidement, vous voyez, de distinguer la douleur chronique primaire de la douleur chronique secondaire. C'était un des objectifs de la Société internationale pour demander la nouvelle classification. Et vous voyez, il y a toute une série de pathologies. Je voudrais ici vous rappeler les douleurs chroniques généralisées, dans lesquelles on classe la fibromyalgie, et le syndrome douloureux réflexe chronique, qui est le nouveau nom de l'algodystrophie, dont je vous montrerai un exemple. Je vous montrerai un petit exemple de ces 2 pathologies dans une petite seconde.
les douleurs non spécifiques, les céphalées primaires qu'on retrouve ici, et vous avez les douleurs chroniques secondaires qui sont souvent le symptôme d'une maladie sous-jacente, et vous avez toute une liste ici qu'on ne va pas détailler. Voilà. Alors on va établir évidemment un code de sévérité. On ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est important de savoir quelle est l'intensité de la douleur, le degré de souffrance lié à la douleur et l'impact de la douleur sur l'activité de la vie quotidienne. Et puis, on va aussi étudier la temporalité de la douleur. Est-ce qu'elle est diurne? Est-ce qu'elle est nocturne? Vous connaissez évidemment tous ces caractères. Et les facteurs psychosociaux qui sont évidemment extrêmement importants à prendre en considération pour prendre en charge une douleur chronique. Alors, il y a toute une série de paramètres, s'ils veulent bien passer, ou en tout cas, voilà, de codification sur lesquelles je ne vais pas rentrer. C'est simplement pour vous montrer comment on étudie l'intensité de la douleur dans toute une série de pathologies. Je voudrais ici simplement vous rappeler que les plus simples, ce sont les unidimensionnels, si elle veut bien passer également. Voilà, on va les voir, qui sont beaucoup plus faciles à prendre en charge en consultation quotidienne. Ça ne passe pas non plus. Voilà. Alors, vous avez l'échelle verbale simple, vous la connaissez très bien. Vous avez l'échelle numérique, donc qui est cotée de 0 à 4, vous voyez, en fonction de l'intensité. Quand on a soit des enfants, soit des personnes qui ont du mal à lire, qui sont analphabètes, on peut utiliser l'échelle des visages. Et puis, chaque fois qu'on le peut, en tout cas en rhumatologie, on le fait. Non, si je veux... Voilà. L'échelle visuelle analogique où on présente aux patients, vous voyez, pas de douleur, douleur maximale imaginable, et ça nous permet de mesurer le VA. Mesurer le VA est très important pour prendre en considération les mesures à prendre pour le traitement de la douleur. Est-ce que, voilà. Alors, la fibromyalgie, pour vous dire un petit mot sur la fibromyalgie, donc douleur chronique généralisée, c'est aujourd'hui un syndrome de sensibilisation centrale et c'est une douleur nociplastique qui est causée par des altérations de la nociception, ce qui a amené à toute une série de modifications dans son diagnostic. Mais ce n'est pas l'objet de notre présentation aujourd'hui, donc on va essayer de continuer pour vous montrer, voilà, le syndrome douloureux régional complexe, qui est donc le nouveau nom, enfin ça fait déjà quelque temps qu'on l'appelle comme ça, de l'algodystrophie. Et vous voyez qu'il y a deux types d'algodystrophie. Là aussi, vous voyez, douleur nociplastique, avec un syndrome de type 1 quand il n'y a pas de lésion étiologique neurologique. Ce n'est pas une atteinte des neurones neurologiques, c'est la lésion étiologique neurologique, ou de type 2 lorsqu'il y a une douleur ou une lésion neurologique. Alors, les approches globales, le traitement étiologique quand la douleur aiguë est causale, c'est très simple, traitement antalgique, traitement étiologique et traitement antalgique. Très simple, évidemment, c'est très schématisé, mais en tout cas, c'est moins compliqué à comprendre. Quand on est dans la douleur chronique, vous avez toute une série de paramètres qu'il est très important de prendre en considération, non seulement le traitement, mais l'approche fonctionnelle, psychique et l'abord social. Alors, quelques règles à vous rappeler. Les traitements de la douleur, ils sont étiologiques chaque fois que possible, antalgiques sans attendre. La prise en charge de la douleur est fondamentale. Et les règles de l'OMS, intervenir à des horaires fixes. Il ne faut pas intervenir d'abord par voie orale, à des horaires fixes, afin de prévenir l'apparition de la douleur et ne pas attendre que la douleur soit là. Il faut administrer les antalgiques, ne pas administrer les antalgiques à la demande au moment des douleurs, au profit d'une administration préventive. Évaluer la douleur. C'est très important de pouvoir avoir l'échelle visuelle analogique pour savoir ce qu'on fait. Et puis l'obligation d'aller jusqu'aux opioïdes forts si nécessaire quand on a des douleurs extrêmement intenses, mais on va parler de ces opioïdes parce qu'ils posent un très grand problème aujourd'hui. Alors, les paliers de l'OMS, et ça c'est important, on va parler des paliers de l'OMS parce qu'ils vont être utiles pour choisir les traitements, mais aujourd'hui ils ne répondent plus à l'attente du clinicien parce qu'ils ne permettent pas de classer les médicaments, ils ne permettent pas de comprendre toutes les douleurs, ils ne tiennent pas en considération les douleurs neuropathiques, et puis parce qu'aujourd'hui, il est recommandé dans une douleur très vive, très violente, d'inverser le schéma de l'OMS et de commencer par le palier 3, puis le palier 2, puis le palier 1. On va voir ça rapidement. Et puis surtout, d'éviter d'utiliser les opioïdes dans des maladies comme par exemple la fibromyalgie, parce qu'il y a des problèmes évidemment d'accoutumance et d'addiction, et je vais vous montrer quelques chiffres à ce sujet.
Alors, les antalgiques et la classification de l'OMS, vous la connaissez très bien. Vous voyez, elle a été très utile pendant une dizaine d'années. Vous avez le niveau 1, les non-opioïdes. Le niveau 2, les opioïdes faibles. Le niveau 3, on peut faire appel aux opioïdes forts. Alors, qu'est-ce que c'est que ces médicaments que je vous rappelle que vous connaissez très bien? On va les rappeler rapidement, simplement, pour savoir. Voilà. Alors, le niveau 1, vous le savez, ce sont les non-opioïdes, avec, vous connaissez tout ça, paracétamol, anti-inflammatoire, etc. Un petit mot sur le paracétamol. On nous a dit qu'on peut utiliser jusqu'à 4 grammes. Mais attention, on nous a dit aussi qu'il peut potentialiser l'action des opiacés. C'est tout à fait juste. Mais attention, la toxicité hépatique est possible en cas de surdosage. Il peut interagir avec les antivitamines K, alors qu'on nous a dit pendant très longtemps qu'il n'y a pas d'interaction avec les antivitamines K, ce n'est pas vrai. Et puis la grossesse, point d'interrogation, point d'interrogation, point d'interrogation. Il y a des travaux aujourd'hui qui montrent qu'en fait le paracétamol a une toxicité sur la grossesse, et ça c'est quelque chose de récent dont il faut absolument tenir compte dans les prescriptions. Donc encore une fois, prescription raisonnée. Ici, dans le niveau 2, vous avez les opiacés, les opioïdes faibles. Vous les connaissez très bien, codéine, caféine, tramadol. Tramadol sous surveillance depuis 2012. Et dans votre pratique, je suis persuadée que vous avez tous donné du tramadol et que vous avez vu des effets secondaires fréquents. En tout cas, moi, personnellement, j'en vois fréquemment. Vous voyez que le tramadol est sous surveillance depuis 2012 et je ne serais pas étonnée qu'on nous dise que du fait des effets indésirables, il faut peut-être faire attention à son utilisation. Seul ou associé au... J'aimerais bien quand même... Voilà. Le niveau 2, 2A, 2B, ce sont les agonistes antagonistes morphiniques dans lesquels vous avez le temgesic, le buprénorphine, qui peut être intéressant. Et dans le niveau 3, vous avez les opiacés d'action forte péros, morphine, phantaline, etc. Et le 3B, c'est la morphine injectable. Alors, voilà, ça c'est simplement pour vous dire attention au métabolisme. Attention à connaître les cytochromes qui interviennent, et en particulier ce cytochrome-là. Pourquoi je vous le montre? Parce que, regardez, quand on prescrit de la codéine, paracétamol codéine, donc on est au niveau 2 du palier, qu'est-ce qui peut se passer si la diapo veut bien passer? Ben, je crois que je ne vais plus appuyer, je vais demander qu'on me passe la diapositive. Voilà. On prescrit de la codéine, le patient prend la codéine. Si c'est un métaboliseur lent, il va synthétiser de la norcodéine, mais il aura un phénotype sans composante antalgique. Donc pour ces patients-là, qui sont des métaboliseurs lents, même si vous donnez de la codéine, il n'y aura pas d'effet. Au contraire, dans un autre cas de figure, dans 10% des cas, voilà, vous voyez, ici, on a ce fameux cytochrome P2D6 qui, lui, va synthétiser, vous voyez, va métaboliser la codéine en morphine et en dérivé de la morphine, et vous allez avoir un phénotype avec hyperproduction de morphine qui peut être extrêmement dangereux. Et il y a une publication très récente d'un enfant nouveau-né dont la mère avait consommé du paracétamol plus codéine et qui décède à la naissance malgré une réanimation intensive. Et quand les dosages sont faits, eh bien on voit qu'il y a une quantité de morphine incroyable chez cet enfant parce qu'il était métaboliseur rapide et que sa mère aussi était métaboliseuse, si on peut utiliser ce mot-là, rapide. Donc faites attention à ça. Et pour dire un petit mot des opiacés, attention à l'utilisation des opiacés parce que regardez, ça c'est une publication américaine de 2016 qui nous montre, vous voyez qu'aujourd'hui, regardez les opioïdes synthétiques. Ici, ça c'est le nombre de morts par overdose aux États-Unis. Et ceux qui meurent de l'utilisation, voyez, des antalgiques de niveau 2 ou des opioïdes, sont aujourd'hui, c'est une vraie épidémie, vous le savez. Regardez ici tous les effets secondaires possibles et on nous rappelle que chaque jour aux États-Unis, 2016, donc les chiffres doivent être beaucoup plus importants, chaque jour aux États-Unis, 44 personnes meurent d'overdose à la suite d'une prescription médicale d'antalgiques opioïdes. Donc il faut bien faire attention à ça. C'est une épidémie qui aujourd'hui est en train d'arriver en Europe. Elle est peut-être là, ou en tout cas elle va nous atteindre je ne sais pas quand, mais elle finira par arriver. Pour vous rappeler rapidement la classification des antalgiques et leur évolution, on a l'ancienne classification opposée les antalgiques périphériques et les antalgiques centraux. Ensuite, on nous a parlé des paliers.
mais je vous ai dit ce qu'il fallait penser des paliers qui sont quand même aujourd'hui intéressants à prendre en considération par rapport aux molécules qui figurent dans les paliers pour choisir le type de molécule pour traiter. Ensuite, en 1997, sont apparues les classes thérapeutiques, non opioïdes, opioïdes faibles, opioïdes forts, et aujourd'hui, ce qui est très important, et je voudrais que les dernières diapositives reposent justement sur cette notion-là, c'est la classification des antalgiques en fonction de la physiopathologie. J'ai essayé, si la diapositive veut bien passer, voilà, de synthétiser au maximum quelque chose de compliqué et de difficile, mais on va essayer de voir ensemble, vous voyez, quand on comprend la physiopathologie de la douleur, si j'ai une douleur d'origine périphérique, rappelez-vous ce schéma, vous voyez, la moelle, le neurone afférent, la moelle, le cerveau. Et rappelez-vous, il y a des structures qui viennent contrôler la douleur. Je mets de côté tout ce qui est massage, tout ce qui est, on en a parlé tout à l'heure, c'est le gate control. Mais ici, regardez, quand j'ai sensibilisation périphérique, je vais faire appel aux antalgiques antinociceptifs, non opioïdes, paracétamol anti-inflammatoire. Je peux, dans un deuxième temps, faire appel aux opioïdes faibles et forts. Attention à leur métabolisme. Et puis, je n'oublie pas l'action locale, tout ce qui peut être local, la capsaïcine, les anesthésiques locaux. Et moi, en rhumatologie, j'aime beaucoup la glace, ça marche très bien. Et l'utilisation de glace, quelquefois, en effet, c'est simple, mais ça marche souvent très bien et je suis souvent étonnée des résultats que l'on a avec des choses extrêmement simples parce que, à condition d'utiliser la glace, quand vous savez que vous êtes dans ce cas de figure, vous voyez, sensibilisation périphérique. Quand on veut moduler les contrôles descendants, activer par exemple ce contrôle-là, eh bien, on va se référer plutôt aux antidépresseurs tricycliques et aux inhibiteurs de la recapture de la sérotonine noradrénergine, ou dans un deuxième temps, le tramadol et les opioïdes si ça ne fonctionne pas. Ici, vous avez le type mixte. Le type mixte, ce qui fonctionne bien, c'est le tramadol. Si vous avez ces deux types de physiologie, le tramadol fonctionne bien en tenant compte, évidemment, de la rigueur de l'indication et puis des effets secondaires qui, comme je vous le rappelle, sont fréquents avec le tramadol. Je suis ici, la modulation de la transmission et de la sensibilisation périphérique. Je suis là. Et voyez ici, je vous ai mis ce qui peut représenter un accès paroxystique. Quand on est devant une douleur qui est apparemment de cette origine, les traitements locaux, il ne faut pas les oublier, les anesthésiques locaux ou la capsaïcine, et voyez ici la carbamazépine qu'on utilise par exemple dans la névralgie du trijumeau, donc là où il va y avoir des paroxysmes lorsque les traitements antérieurs n'ont pas fonctionné. Et puis la sensibilisation centrale, les gabapentinoïdes, que vous connaissez bien, les antidépresseurs tricycliques, voire le tramadol et les opioïdes, et enfin les anti-hyperalgiques dans toutes les situations d'hyperalgie, même dans les douleurs neuropathiques hyperalgiques, où on fera appel aux gabapentinoïdes, aux non-opioïdes, et puis aux antagonistes. Alors là, c'est la kétamine dont je n'ai personnellement aucune expérience, mais que nos collègues anesthésistes semblent utiliser plus fréquemment, mais qui pose problème aujourd'hui. On n'est pas très sûr qu'elle soit véritablement efficace. Donc, vous voyez, essayez de réfléchir en fonction de la physiopathologie pour pouvoir prescrire les traitements qui correspondent à l'explication de la douleur. Voilà. Alors là, je ne vais pas m'attarder pour ne pas, mais la douleur neuropathique, vous voyez d'abord le diagnostic, soit ce n'est pas une douleur neuropathique lorsque le DN4 n'est pas supérieur à 4, ou bien elle est locale, on fera appel au topique, ou bien le territoire douloureux est étendu, à ce moment-là, ce sera la monothérapie, dose progressive, sauf en cas de cancer évidemment, et on peut faire appel au tramadol, aux antiépileptiques, aux antidépresseurs tricycliques, avec à chaque fois la vérification du type, vous voyez, du mécanisme de la douleur. Lorsque ça ne fonctionne pas, c'est ici que l'on peut introduire un opioïde fort en équivalent morphine. On a utilisé en rhumatologie la morphine pendant à peu près une décennie. Aujourd'hui, c'est remis en question à cause justement des problèmes d'addiction, mais elle peut être utile évidemment quand c'est nécessaire. Avec les antidépresseurs tricycliques, vous voyez en première intention, sauf contre-indication que je vous rappelle ici, vous avez les molécules à prescrire. Et puis, en cas d'effet secondaire ou d'effet indésirable, en rhumatologie, on aime bien la duloxétine parce qu'elle a une action antidépressive et en même temps, elle a une action antalgique qui peut être tout à fait intéressante dans certaines pathologies.
Alors, voilà, les antiépileptiques, rapidement, les gabapentinoïdes, et on a parlé du cas particulier de la névralgie du trijumeau avec la carbamazépine. Ne pas oublier qu'à côté des médicaments, vous avez les moyens non médicamenteux. Voilà, je crois que les techniciens veulent que je reste avec vous plus longtemps, mais je vais quand même terminer rapidement. Donc, voyez, ne pas oublier les traitements complémentaires, les myorelaxants, ça peut être utile, et encore tout dépend de la pathologie et de quoi il s'agit. Beaucoup plus rarement les antispastiques, et je voudrais surtout vous insister sur l'activité physique. Le conférencier qui m'a précédé a parlé de l'importance de l'activité physique. Je crois qu'elle est aujourd'hui évidente dans toutes les pathologies. L'activité physique qu'on prescrit aujourd'hui dans certains pays avec ordonnance, c'est une recommandation médicale et vous le savez, va intervenir non seulement sur les mécanismes de la douleur en dehors des effets qu'on lui connaît, parce qu'on sait qu'elle va augmenter la modulation opioïde, qu'elle va avoir un effet antidépresseur, anti-inflammatoire, neurotrophique, et donc c'est tout à fait important évidemment de s'en préoccuper et de recommander l'activité physique chaque fois que possible. Si je peux revenir, voilà. Les autres traitements, vous avez ici toute une liste, évidemment je ne vais pas vous les détailler. La neuromodulation, on l'a rappelé ici, mais vous voyez que plus il y a de moyens, plus on comprend que la prise en charge d'une douleur chronique est difficile, mais il faut savoir choisir parmi ces moyens celle qui peut être intéressante, et moi j'insisterai surtout sur les aspects sociaux, où la prise en considération de l'aspect social du patient, c'est déjà une écoute, c'est une psychothérapie, c'est une prise en considération du patient, et c'est souvent tout à fait utile dans la prise en charge de la douleur chronique. Je voudrais terminer sur une dernière diapositive, si vous voulez bien, pour vous parler de cannabis, très rapidement. C'est un sujet de grande actualité. On va nous en parler de plus en plus. Et vous savez qu'il y a aujourd'hui des congrès entiers qui sont consacrés au cannabis. Alors ici, je vous ai rapporté simplement des méta-analyses qui vous montrent si elles veulent bien passer. Vous voyez ici, il y a 47 essais contrôlés sur 4271 patients qui montrent, j'aurais bien voulu simplement qu'on vous souligne, qui vous montrent qu'en fait l'effet est très relatif. Et également ici, vous voyez, dans la douleur ici neuropathique chronique, ici, où les 15 essais contrôlés ont été revus avec 1750 participants, et où les conclusions, si aussi on veut bien nous activer la diapositive, eh bien vous montre, je vais vous le montrer ici, que le résultat en fait est très bas. Vous voyez ici bas, très bas, modéré, bas, modéré. Il n'y a vraiment pas d'action évidente, en tout cas dans les essais qui sont faits aujourd'hui. Il y a eu, il y a quelques jours, le Congrès américain de rhumatologie, qui a aussi montré des études sur la douleur inflammatoire, notamment le rhumatisme psoriasique, et qui concluait qu'il n'y avait pas d'effet sur la douleur. Et donc, pour l'instant, on en est là. Et je voulais vous montrer simplement, vous voyez qu'en France, il y a un décret du 7 octobre 2020 qui autorise une expérimentation sur le cannabis. Cette étude a commencé en mars 2021. Elle va porter sur 3000 patients et il y en aura les résultats dans 2 ans, en 2023. En tout cas, ce sera peut-être intéressant à la fois pour nous et en même temps, pardon ? Oui, tout à fait. Et en même temps, pour peut-être l'économie du pays, vous savez que le cannabis chez nous fait aussi l'objet de débats importants, politiques, et peut-être qu'il y aura un lien sur ces deux éléments. Enfin, si la diapositive veut bien passer, je vais terminer sur ce message clé. Un seul message clé, comprendre la douleur chronique et analyser ses multiples composantes est essentiel à sa gestion. Et je voudrais quand même terminer, si la diapositive veut bien passer, en vous remerciant vivement pour votre écoute.